Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous faites bien d'être avec nous dans ce 13 européen. Donc voici le menu des enfants cambrioleurs. C'est le nouveau phénomène qui dévoile notre visage de l'insécurité dans nos villes. Ils sont recrutés et formés par des repris de justice pour cambrioler les maisons, les boutiques et magasins. À une soixantaine de kilomètres de Cotonou, Rouegbo, commune de Tofor, est identifié comme l'épicentre de ce phénomène. Dans ce 13 européen, nous allons vous dévoiler comment ils sont formés et comment ils opèrent. Ensuite, c'est un rythme que le préfet du Zou entend donner pour la réorganisation de son département. Et sans plus attendre, il donne de la voix et recadre ses collaborateurs. Les membres de la conférence administrative ainsi que d'autres responsables de service ont reçu une lettre de mission qui clarifie les obligations et implications des postes des différents chefs de service et collaborateurs immédiats. Et puis enfin, au mois de juillet, une rencontre des artisans de produits locaux africains va se tenir à Cotonou. Mais avant, en prélude à cet événement qui va réunir la diaspora et toute l'Afrique au Bénin, une fois d'exposition du Made in Benin s'organise du 9 au 10 avril prochain au Bénin. Mesdames, Messieurs, c'était le sommaire de ce 13 européen. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous connaissez certainement le phénomène des enfants soldats, le phénomène des enfants qu'on utilise également dans des marchés, des ateliers de carrière de sable pour des travaux forcés. Mais vous êtes loin d'imaginer qu'il existe également le phénomène des enfants cambrioleurs. C'est un fait inédit qui a donc vu le jour et commence à inquiéter et plus d'un des mineurs qui, pour la plupart, ont abandonné les classes, se sont retrouvés un autre job. Ils sont recrutés et formés par des repris de justice pour cambrioler les maisons, les boutiques, les magasins. Les victimes sont nombreuses et l'on se pose des questions sur l'émergence de ce phénomène qui dévoile un autre visage de l'insécurité dans nos villes. Nous sommes allés à Rouegbo, l'un des arrondissements de la commune de Tofor, à une soixantaine de kilomètres de Cotonou. Comment ils opèrent, comment ils sont formés, suivez ce reportage enquête. L'efficacité du dispositif sécuritaire de la police républicaine donne une autre dimension à l'insécurité dans certaines régions du Bénin. À Rouegbo, un arrondissement de la commune de Tofor dans le département de l'Atlantique, c'est un phénomène qui a vu le jour et provoque des inquiétudes dans le rang des populations. Des repris de justice qui recrutent des mineurs, les forment et les envoient à mission. Cambrioler les maisons, boutiques, magasins et autres et ramener le butin à leur patron. Comme les forces de l'ordre ont commencé une traque contre les personnes qui s'adonnent à ces pratiques-là, eux-mêmes, ils ne vont plus sur le terrain opérer. C'est des enfants qu'on forme aujourd'hui, qu'on envoie sur le terrain pour aller commettre les forfaits. C'est là que c'est un peu dangereux parce que les enfants, on ne les attend pas sur ces genres de situations. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont en majorité récupérés par la police sur les actes où les forfaits sont commis. Même la fois dernière, ils avaient enfoncé la porte d'une dame, ils ont volé 900 000. Et on a monté la sécurité jusqu'à ce que le gars, il a fui d'ici. Même il y a un gars, même la fois dernière, on l'a arrêté et c'est lui qui est chargé de former les petits-enfants. Il les forme, il les envoie à la mission chaque nuit. Il les envoie à la mission et il rapporte. Ce qu'il rapporte maintenant, c'est lui qui s'en charge pour vendre ça. La formation serait rigoureuse pour minimiser les risques, nous a-t-on appris. Selon les informations recueillies, les enfants les plus exposés à cette pratique sont ceux qui dorment dans les ateliers loin de leurs parents. Parmi les 4 enfants appréhendés par le commissariat de Rouegbo dans le dernier cas en date, le fils d'un agent de la police républicaine. Le mode opératoire pour dépouiller leurs victimes est inimaginable. Pour voyager toi dans 3 jours, à partir d'aujourd'hui, on peut commencer à acheter les acides dans une nuit. Et dans la nuit, on fait comme ça. On enlève des choses là. Le lendemain, on achète ça. 2 jours, on trouve une troupeau, met les enfants dedans. Si on veut que toi, les enfants rentrent dedans, et on va là-bas, et on met, comment disons, on prend les choses. Mais nous ne savions pas ce qui se passe dans la nuit. Peut-être que ça existait bel et bien, mais personne ne savait
si ça se pratiquait. Mais aujourd'hui, c'est grâce à ce commissaire qu'on a réellement découvert qu'il y a une autre forme qui se prépare à l'horizon. Et ça là, ça nous met tous à terre. Si on met les jeunes aujourd'hui devant pour pouvoir le faire, c'est qu'on ne saura pas qui est qui. Parce qu'un malfrat, il faut savoir, c'est à un certain âge qu'on peut appeler quelqu'un malfrat. Mais aujourd'hui, si on dit les mineurs sont rentrés dedans, c'est que nous sommes cuits. C'est des cas récurrents dans la communauté. Quand nous nous référons à ce cas, c'est des enfants qui vont même jusqu'à cambrioler des boutiques. Des boutiques de vente d'habits, de vêtements. Ils vont même défoncer les portes et cambrioler ces boutiques-là. Ils vont même jusqu'à voler des motos. Des enfants de 8 ans qui vont jusqu'à voler des motos. Vous vous en rendez compte? Avec l'émergence de ce phénomène, à qui incombe alors la responsabilité? Les coupables désignés ici, ce sont les parents de ces enfants qui, pour la plupart, ont abandonné les classes. Des séances de sensibilisation sont déjà organisées à leur profit par le chef d'arrondissement qui, conjointement avec le commissaire, travaille pour créer un environnement favorable au développement de la localité. Et dès ma prise de service, avec l'arrivée de ce nouveau commissaire, on a convoqué tous les propriétaires pour nous donner des informations sur les nouveaux locataires et tout. On a sensibilisé les parents, on l'a fait. Et à chaque fois, quand il y a une situation, c'est les parents même qui nous informent, il y a tel, tel ne marche pas, tel ne marche pas. C'est le lieu de remercier tous les chefs villages de Ouegbo qui sont en veille permanente pour pouvoir lutter contre ce fléau. Présentés au procureur, les enfants apprentis cambrioleurs ont été libérés et leurs formateurs déposés une fois encore en prison. Face à la délicatesse de ce phénomène qui vient de clore, il va falloir prendre le taureau par les cornes pour l'étouffer avec des mesures d'accompagnement des enfants en situation difficile. Et puis retrouver ce soir à partir de 21h l'intégralité de cette enquête de Idrissou Boukari sur les enfants cambrioleurs. Nous restons toujours dans la commune de Tofor. Elle aspire à un développement économique et d'ici quelques années, une aspiration autour de laquelle elle ambitionne de faire de la commune un pôle économique, agricole et même culturel qui l'amène donc à organiser ce jeudi 7 avril une table ronde qui va réunir opérateurs économiques et partenaires et autres. Et pour annoncer cette table ronde, une conférence de presse a été organisée à Cotonou. Suivez. En prélude à la table ronde sur l'attractivité et la compétitivité de la commune de Tofor, cette conférence de presse. À l'occasion, l'Agence nationale d'aménagement des territoires et la mairie donnent une idée de ce dont il s'agira jeudi. Il est question des potentialités de la commune à mettre en valeur. Le jeudi, ce que nous voulons faire, c'est quoi? C'est vendre non seulement le parc de Ouegbo, mais vendre tout ce que Ouegbo regorge comme potentialité économique, sociale, environnementale et tout. L'idée ici, c'est quoi? Ce pacte qui est fait et qui s'inscrit parfaitement dans le cadre du programme d'action du gouvernement viendra soutenir surtout la réhabilitation du grand marché de Ouegbo, qui fait partie d'un des importants marchés, équipements marchands du Bénin. C'est un projet dont va s'occuper la NAT pour le développement de la commune. Il tourne autour de la réhabilitation du grand marché de Ouegbo, puis prend en compte les volets culturels et touristiques des arrondissements. Les produits agricoles locaux y ont une place de choix. Nous voulons en faire un point touristique, un point de divertissement, l'hôtel. Nous voulons en faire une galerie marchande où lorsque les gens passent, les gens pourront vraiment attendre pour pouvoir voir, apprécier ou acheter les produits locaux, les produits de Tofor. En dehors des produits agricoles que tout le monde connaît, qui est le maïs et autres, il y a un seul produit que le Conseil, cette mandature, a retenu d'en faire son label. C'est la banane plantain. Je puis vous dire, si vous êtes à la limite du Bénin-Niger, à Malanville plus précisément, et que vous descendez de Malanville pour venir à Cotonou, si ce n'est à Sekwe, vous ne trouverez pas la banane plantain, nulle part.
La commune de Tofo s'étend sur une superficie de 492 km² avec une population estimée à 158 000 habitants. Elle compte 10 arrondissements et 10 villages avec une dizaine de sites touristiques que le projet va mettre en valeur. Plusieurs partenaires sont attendus à cette table ronde, notamment les investisseurs nationaux et internationaux, puis les entrepreneurs. Nous sommes dans le département du Zou à présent pour une administration plus dynamique et prospère. Le préfet Firmin Mbekouton donne de la voix et recadre ses collaborateurs. Les membres de la conférence administrative ainsi que d'autres responsables de service ont reçu une lettre de mission. C'était donc ce lundi lors du traditionnel cérémonial des couleurs. L'autorité a profité des échanges qui ont succédé à la cérémonie des couleurs pour leur notifier sa décision de suivre avec rigueur davantage les services sous sa tutelle. Les documents remis clarifient donc les obligations et implications des postes. Au cérémonial des couleurs ce lundi matin, l'autorité préfectorale était entourée de ses collaborateurs immédiats, les agents de sécurité et de défense, directeurs départementaux et autres membres de la conférence administrative départementale. L'hebdomadaire rendez-vous du salut au drapeau a été saisi par Firmin Mbekouton pour donner des directives et rappeler quelques exigences à prendre en compte, notamment dans l'exécution des plans de travail annuels PTA des différents services déconcentrés ainsi que des directions départementales. Le budget national en termes d'exécution est déjà lancé. Les conditions d'exécution de ce budget est également contenues dans une lettre de cadrage. Je voudrais nous inviter à nous tenir rigoureusement aux dispositions prévues à travers les plans de travail annuels validés, la gestion budgétaire cette année, la gestion des ressources qui sont mises à notre disposition cette année doivent suivre une certaine rigueur. Il n'y aura pas de complaisance en matière de gestion. Il n'y aura pas de nous allons nous voir dedans, nous allons nous aider. Non. La seule manière de nous aider, c'est de faire en sorte que la procédure prévue soit régulièrement respectée. À l'heure de la mise en œuvre des réformes dans les administrations communales, l'autorité entend également imprimer cette année une nouvelle dynamique à l'ensemble des services sous sa tutelle. Pour cela, le préfet du Zou a remis à chacun de ses collaborateurs et aux différents directeurs des lettres de mission. Les documents rappellent les qualifications et rôles de ceux qui les reçoivent. Il fixe ces derniers sur les exigences ou obligations liées au poste qu'ils occupent et seront surtout utiles pour leur évaluation. La démarche vise à assurer un meilleur service aux usagers et d'avoir une administration républicaine. La gestion des ressources humaines aujourd'hui veut que nous n'apprécions pas nos collaborateurs en l'air, suivant nos affinités. Les directions départementales ne sont pas des entreprises de quelqu'un. Nous sommes là pour travailler. Celui qui fait bien, même si c'est votre ennemi, vous le notez bien. Vous signez un contrat d'objectif avec lui. Si à la fin, il fait bien, vous l'appréciez. S'il ne fait pas bien, vous le relevez. Ce n'est pas la fin du monde. Parce que vous-même, vous serez apprécié au regard de ce que cet ensemble, c'est des outils de gestion, aujourd'hui, aura à produire. Et vous avez vu les SE qui sont désignés. Il y en a qui sont d'ici qui vont officier dans le Nord. Il y en a qui sont dans le Nord qui vont officier ici. C'est une administration républicaine on est en train de bâtir aujourd'hui. Pas des administrations sectaires, des administrations compartimentées par département. Il y en a qui disent, il faut être ici avant de servir ici. Ça ne veut rien dire. Désormais fixés sur leurs droits et devoirs, les chefs services et directeurs doivent aussi à leur tour rappeler à leurs subalternes les missions qui leur sont dévolues. Une façon d'amener les agents au bas de l'échelle de l'administration à s'acquitter convenablement de leurs devoirs. Toutefois, dans l'exécution des tâches, chacun doit conseil et assistance à ses collègues. Et puis pendant ce temps, les opérateurs des structures de financement décentralisées, SFD impliqués dans le projet, bien entendu, microcrédit à la FIA, suivent depuis ce mardi 5 avril 2022 une formation en éducation financière et digitale. C'est une formation des formateurs qui doit être répercutée sur les bénéficiaires du microcrédit à la FIA. Cette formation, initiée par le Fonds national de microfinance, FNM, est de doter les SFD en outils de formation. Retour sur les temps forts de cette cérémonie dans ce reportage. Donner une éducation financière aux bénéficiaires du microcrédit à l'AFIA en passant par les formateurs eux-mêmes. C'est l'objectif de cette formation initiée par le Fonds national de microfinance avec l'appui du ministère en charge des affaires sociales et de la microfinance. Les formations couvrent globalement deux thématiques.
La première portant sur l'éducation au microcrédit à l'AFIA comporte 4 modules. Le microcrédit à l'AFIA, c'est facile. Je sais faire des transactions avec le microcrédit à l'AFIA. Mon code PIN, mon agent. Mon téléphone, mon compagnon. La deuxième thématique concerne l'éducation financière générale des clients et porte sur 2 modules relatifs à la bonne gestion des crédits en général et à l'importance de la constitution de l'épargne. Il s'agit donc pour les initiateurs de créer un pôle d'animateurs compétents en éducation financière et digitale à travers le renforcement des compétences opérationnelles des SFD en technique et pédagogie d'animation des séances d'éducation financière et digitale des bénéficiaires du microcrédit à l'AFIA. D'où l'importance d'équiper les participants en outils de formation. Les opérations effectuées depuis le lancement du produit au 31 mars 2022 ont permis de toucher 226 000 bénéficiaires pour plus de 11,7 milliards décaissés. 14 SFD sont impliqués dans la mise en œuvre et couvrent les 12 départements du pays. Grâce au microcrédit à l'AFIA, près de 65 000 bénéficiaires ont obtenu leur certificat d'identification personnelle et 130 000 nouveaux comptes Mobile Money ont été ouverts. Le présent atelier revêt donc une grande importance du fait qu'il couvre une thématique qui va au-delà du microcrédit à l'AFIA. L'atteinte de cet objectif d'éducation financière et digitale des bénéficiaires du microcrédit à l'AFIA s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie régionale avec pour but l'amélioration de l'accès des populations démunies au circuit de production de la richesse nationale. Et puis une session départementale d'information sur le démarrage des activités du sous-projet autonomisation des femmes et des filles du projet SWED dans le département du Koufo s'est déroulée ce mardi à Azové dans la commune d'Aplaroué. Elle a consisté en la présentation du projet SWED dans son volet 2 et la présentation des activités qui seront menées sur le terrain dans le département du Koufo. Le point avec Geoffroy Misson. C'est officiellement parti pour la mise en œuvre sur le terrain dans le département du Koufo du volet 2 du projet SWED, autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Intitulé Autonomisation des femmes et des filles, ce volet est lancé dans cette salle à Azové dans la commune d'Aplaroué à travers des communications et informations distillées aux participants sur le démarrage des activités du sous-projet dans le département du Koufo. Les activités du sous-projet ont démarré sur le terrain. Mais il est important que les autorités et ces responsables, ces acteurs locaux soient réunis dans un cadre plus formel et pour les entretenir sur le projet, les tenants et aboutissants de ce projet, la configuration de ce projet et ce qui concerne le sous-projet autonomisation des femmes et des filles, eh bien, qu'est-ce qui est attendu des différents acteurs qu'ils sont. Le projet SWED est subdivisé en 3 volets. Les compétences de vie, l'autonomisation des femmes et des filles et le maintien des filles à l'école. La Banque mondiale et Plan international Bénin assurent son financement dans les départements du Mono et du Koufo. Le travail sur le terrain est dans les mains de quelques ONG, dont Grazil ONG, groupe d'action pour la solidarité et d'initiatives de développement. La mise en œuvre sera assurée par l'ONG CIBJEF, aura la charge de faire les interventions dans 3 communes du département, à savoir Aplaoué, Dogbo et Diakotoube. L'ONG Gracide, dans le département du Koufo, aura à intervenir au niveau de Lalo, de Toviklen, de Dogbo et également dans le département du Mono, au niveau de la commune de Grand Popo. Nous avons notre collègue, l'ONG AES, qui fera la mise en œuvre du même projet au niveau du Mono qui est ici avec nous. Donc le projet SWED est un projet merveilleux et je voudrais féliciter le chef de file du consortium des ONG, toutes les ONG faisant partie de ce consortium-là
qui n'ont plus émerveillé le gouvernement dans l'étude des dossiers pour les retenir. Les échanges qui ont suivi, les différentes communications, ont permis aux participants de s'approprier le contenu du projet pour apporter leur pierre à l'édifice sur le plan de sa mise en œuvre. Et puis dans la suite de ce trésor au Bénin, après donc réception des commandes, la Société nationale de mécanisation agricole a donc procédé à la remise des premiers tracteurs à ses clients, au nombre de 450 au total. Pour l'instant, une première vague de 20 producteurs ont reçu les clés de leur machine avec les accessoires. C'était donc ce mardi sur le site à Ouida. Remise de clés aux premiers clients de la Sonama, Société nationale de mécanisation agricole. Plusieurs mois qu'ils ont fait la commande de ces machines et aujourd'hui, l'heure est à la réception. C'est le début d'une vaste opération de livraison de 450 tracteurs aux producteurs. À travers cette opération, la Sonama entend accompagner les agriculteurs à accroître leur production avec moins d'efforts physiques. Des tracteurs montés pièce par pièce dans cette usine de la Sonama sont performants et adaptés aux différents types de sols au Bénin. Donc on a créé des kits que le gouvernement, que le ministre, que le président ont décidé de subventionner pour permettre une accélération de la mécanisation agricole du Bénin et pouvoir réaliser les objectifs du PAG2. Pour les kits, la subvention est de 50%, donc les agriculteurs ne payent que 50% de la valeur du kit complet. Et il y a des outils optionnels, qui sont des outils qui ne sont pas dans le kit, pour lesquels la subvention est de 30%. On promet en faire un bon usage afin que le Bénin puisse aller de l'avant et que le gouvernement sache qu'il n'a pas investi inutilement dans le secteur. Chaque tracteur est accompagné d'un kit motoculteur composé entre autres de remorques, de fraises, de charrues, de semoirs, de bionneuses et autres. De l'entretien du sol au transport des produits en passant par la semis et la récolte, tout est assuré aux producteurs. Pour une bonne utilisation de ces machines, les acquéreurs bénéficieront d'un accompagnement en renforcement des capacités. Il y a un programme prévu pour eux où nous allons les former sur l'utilisation de leur équipement. C'est-à-dire comment faire la prise en main du tracteur, comment atteler les outils au tracteur, et également comment faire les entretiens. Mais dans le même temps, on va également les briefer sur comment utiliser correctement l'outil sur le terrain. Notre but, c'est de faire en sorte que nous ayons, et ça c'est la mission de la Sonama, tout un écosystème. Donc la partie commerciale et la partie après-vente qui permettent d'entretenir, de vendre d'abord, de conseiller les agriculteurs, d'entretenir les tracteurs de manière à ce que 7 ou 8 ans après, ils soient encore en pleine forme et qu'on puisse les livrer à la prochaine génération de tracteurs. L'opération va durer tout le mois d'avril pour satisfaire les producteurs ayant fait des commandes. Les 20 premiers heureux que vient de faire la Sonama pourront commencer les travaux dans leur champ dès cet instant. Les machines et les accessoires ont une garantie d'1 an. Une délégation du comité de pilotage du projet PROCER a effectué ce lundi 4 avril 2022 une descente sur le site de Batina, identifié pour abriter un campement Peul dans le cadre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants PROCER, conduite par l'expert foncier Xavier Zola. Cette équipe du PROCER est allée non seulement pour visiter cet espace pastoral choisi, mais aussi surtout rencontrer les Peuls transhumants pour leur expliquer le bien fondé de l'initiative gouvernementale. On va retrouver Alassane Arounan, Aboudou Sabi Drissou pour le compte rendu. Nous sommes ici à Batina, hameau du village de Tikwanti, dans l'arrondissement de Peperiakou, commune de Natitengu. C'est l'un des sites identifiés dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin PROCER. Pour informer et expliquer aux éleveurs transhumants les mesures prises par le gouvernement pour réduire de façon drastique les effets pervers de la transhumance, une délégation du comité de pilotage du PROCER, accompagnée des autorités locales,
a effectué une descente sur le terrain. Nous sommes revenus donc sur la problématique aujourd'hui des solutions que le gouvernement est en train de trouver face à la transhumance qui crée tant de dégâts dans le pays. Les campements où les éleveurs vivent seront donc bien entendu sauvegardés. Les champs, donc là où les éleveurs font des champs donc de culture vivrière, pour leur permettre donc de se nourrir et pour leur permettre aussi donc de faire peut-être de vendre pour disposer d'un peu d'argent aussi, seront sauvegardés. Et à côté donc il y aura le site de l'ordre de 50 hectares pour faire donc les champs de fourrage et les points d'eau comme on a également visité tout à l'heure, et donc permettre à ces éleveurs-là de pouvoir limiter donc et éviter toutes sortes de déplacements. Dans la partie septentrionale du pays, la période de la saison sèche est caractérisée par des grands déplacements des bouviers. Une période qui rime avec des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Nous sommes en pleine saison sèche. Les animaux ne sont pas à l'intérieur du campement. Ils sont sur le terrain à la recherche de l'eau et du fourrage. Ce qui montre déjà le désastre, celui-là même, ce problème même qui est à la base des conflits entre agriculteurs et éleveurs, parce que les animaux sont obligés de se déplacer donc à la quête de ce besoin essentiel pour la vie. Donc le projet procède avec les investissements prévus et avec le mode de sécurisation de la terre, donc permettra à cette activité d'élevage de pouvoir se sédentariser, d'avoir sur place l'eau et le fourrage nécessaires au développement des ruminants. Le PROCER, faut-il le rappeler, est structuré autour de 3 composantes opérationnelles. Il s'agit entre autres de la facilitation de l'accès au foncier, l'amélioration de la productivité et la production des ruminants. Dans la perspective des élections au niveau de la Chambre des métiers et de l'artisanat, un regroupement d'artisans a vu récemment le jour et étend déjà ses tentacules dans les communes du département du Monde. Il s'agit de la coalition Artisans Solidaires et Unis qui procède depuis quelques jours à donc l'installation de ces comités d'arrondissement et de coordination communale le lundi et puis le mardi dernier. C'était au tour des communes de Royogbe, d'Atiémé d'organiser ces différentes cérémonies. À quelques semaines de l'élection des membres de la Chambre des métiers de l'artisanat, CMA, la fièvre électorale atteint peu à peu son pic dans les différents états-majors. Ici, ce sont des artisans membres de la coalition ASU, Artisans Solidaires et Unis, qui se mettent en ordre de bataille. Ils procèdent à ce titre depuis quelques jours à l'installation des différents comités d'arrondissement et de coordination communale. Royogbe et Atiémé étaient au menu des journées du lundi 4 et du mardi 5 avril 2022. Mesdames et messieurs, ASU n'est rien d'autre qu'un creuset d'Union nationale des artisans, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans distinction d'appartenance politique ni de religion, qui reconnaissent la pertinence des réformes du chef de l'État pour le secteur de l'artisanat. Que ce soit à Royogbe ou soit à Atiémé, la mobilisation était totale tant chez les patrons que chez les apprentis. À chaque étape, les membres des comités d'arrondissement ainsi que les membres des coordinations communales ont été présentés puis installés dans leurs fonctions. Notre regroupement de ce jour est significatif. Significatif parce que nous voulons dire merci au chef de l'État pour nous avoir doté une chambre consulaire instituée par une loi. Les artisans de Royogbe ensemble, comme un seul homme, s'engagent avec ASU pour accompagner les réformes du chef de l'État. Dans leur quête, les membres de la coalition ASU peuvent compter sur un soutien de taille. Il s'agit de celui de Laurent Zomaï, président du cadre de concertation des jeunes CCJ et conseiller communal à Lokossa. En rentrant ici, j'ai noté cette discipline accrue des apprentis, cette organisation sérieuse des patrons et patronnes, ce qui montre véritablement votre engagement aux côtés du chef de l'État
dans sa lutte des réformes. Jeune leader politique de la 18e circonscription électorale, Laurent Zomaï a prodigué aussi des conseils à ses interlocuteurs et les a sensibilisés sur le RAVIP. Le secrétaire général, tout à l'heure, a fait des doléances à mon endroit. Je voudrais le rassurer que même si on ne fait pas tout, on fera quelque chose. Je renvoie toutes les équipes des différentes coordinations, que ce soit communales ou d'arrondissement, à l'exercice de leurs fonctions. Il faut souligner que c'est la commune de Lokossa qui, quelques jours plus tôt, a ouvert le bal de ces différentes installations. Et puis je vous l'annonçais en titre, au mois de juillet, une rencontre des artisans des produits locaux africains va se tenir à Cotonou. Mais avant, en prélude à cet événement majeur qui va réunir la diaspora et toute l'Afrique au Bénin, une fois d'exposition de Made in Benin s'organise du 9 au 10 avril prochain au Bénin. Et pour finir ce 13 européen, nous allons écouter l'initiatrice de ce, bien entendu, de cet atelier. J'organise la grande rencontre des artisans d'Afrique et de la diaspora en 2022. Nous sommes en 2022, en juillet, du 28, 29, 30 juillet à Cotonou au Bénin. J'ai décidé de rassembler les artisans du Made in Africa parce que les autres consomment leurs produits. Je vis en Angleterre et je suis dans une communauté où je vois les Indiens qui mangent leur nourriture, les Juifs qui ont des boutiques où essentiellement ils achètent leurs produits. Mais c'est vrai que les Africains ont les produits africains, mais nous sommes souvent très européens. Nous mangeons les produits européens. Alors, après la pandémie Covid et le prix des produits africains, j'ai décidé de valoriser les produits africains et de les amener en diaspora. Qu'est-ce qui se passe? En diaspora, un petit morceau de gingembre qui coûte, je ne sais pas, 5 francs, va coûter 700 francs, l'équivalent de 700 francs CFA. Du coup, je me suis dit qu'il était important d'amener l'Africain à comprendre que sa nourriture était très importante et que quand on exporte un produit africain, il peut être vraiment cher. J'aimerais bien qu'un akassa béninois se retrouve à Londres et qu'un gari du Cameroun se retrouve aussi au Canada. Parce que nous avons un business club des hommes et des femmes qui vendent des produits africains et qui sont en Afrique et en diaspora. Le béninois, on a beaucoup de choses au Bénin qu'on ignore. Et c'est dommage que on se crampe trop sur les produits importés. Parce qu'il y a beaucoup de choses au Bénin qui se passent. Il y a de la matière. Ce qui manque à nos producteurs locaux, c'est de l'accompagnement. Parce qu'on n'a pas on n'a pas les machines comme les autres pays développés. Si bien que quand tu as une idée de produire quelque chose, il y a beaucoup d'innovations. Mais le problème, c'est que c'est le manque des moyens. Pour le rendez-vous de juillet prochain, je voudrais demander aux producteurs béninois de croire en eux et de croire à la dame qui est venue, parce que ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas pour elle seule, c'est pour nous tous. C'est pour toute l'Afrique, c'est pour toute l'Afrique. Donc ce n'est pas uniquement que le Bénin et ce n'est pas uniquement pour une personne. Donc tout le monde trouvera son compte, parce que c'est une bonne initiative, c'est une belle idée. Le Béninois qui travaille sa terre devrait manger de sa terre. Il faut le dire, c'est très important, parce que les autres mangent de leur terre et nous sommes venus valoriser les produits béninois afin que le béninois qui cultive de l'avocat, du moringa ou quoi que ce soit puisse vivre de son savoir-faire. C'est pour ça que du 9 au 10, nous sommes à l'hôtel Bénin Royal pour célébrer l'innovation. Et bien voilà, nous venons donc d'écouter la promotrice de cette foire d'exposition du Made in Benin qui va donc se dérouler du 9 au 10 avril prochain au Bénin Royal Hotel à Cotonou. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Et puis à 21h, l'intégralité de votre enquête, bien entendu, sur les enfants cambrioleurs.